Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle table ronde qui est organisée par l'UNEP. Merci à Christian d'avoir organisé tout ça. Je me présente, je suis Lisa Wims, directrice exécutive du cabinet de gestion de patrimoine Engage Finance. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui différents experts de différentes classes d'actifs. Ensemble, on va explorer ces différentes classes d'actifs, mais surtout leur rôle dans une stratégie d'allocation et comment construire un portefeuille en cette fin septembre 2024. Ce que je vous propose tout d'abord, c'est de chacun d'entre vous se présenter en 2 mots brièvement. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et on va commencer par Tony. Alors, Tony César, je suis le directeur commercial France chez Janus Henderson. Je représente ici en fait nos équipes multigestion basées à Londres, et notamment Niklas Harper, Tiana Jurijn-Pazic et Sabrina Denis. Et je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Vincent? Vincent Mercadier, donc Amiral Gestion. Pardon. Donc merci également pour l'invitation. Et donc je suis gérant action du fonds Sextant Quality Focus chez Amiral Gestion et je représente l'ensemble des fonds Sextant d'Amiral. Merci beaucoup. Frédéric? Bonjour, pour ma part je suis Frédéric Coin, je suis le directeur général délégué d'Oradé Avis, beaucoup moins spécialiste, mais quand même, notamment sur le fonds euro. Merci. Christian? Alors, Christian Cacciutolo, je suis le président de l'UNEP et ex-associé historique de Sofidy. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt des marchés immobiliers. Merci beaucoup. Et puis, Corentin. Bonjour à tous, merci. Moi, je suis responsable des partenariats chez Irbis et notre métier, c'est d'accompagner des professionnels de l'épargne dans le conseil et la commercialisation de produits structurés. Parfait, merci beaucoup. Nous allons donc voir aujourd'hui avec nos gérants, nos sales de chaque classe d'actifs, comment est-ce qu'ils arrivent dans le contexte actuel à nous apporter des opportunités pour construire des portefeuilles solides et rentables, on l'espère, pour nos clients. On va commencer par toi, Tony, par vous, Tony. Oui, bien sûr. En tant qu'allocataire d'actifs, est-ce que vous pouvez nous rappeler les éléments fondamentaux dans la construction d'un portefeuille ? En effet, quand on parle d'allocation d'actifs, il faut rappeler 2 niveaux dans une allocation, dans la construction d'un portefeuille. Alors bien entendu, on va utiliser plusieurs sources de performance. Elles ont été citées ici autour de la table. La partie action, la partie obligataire, la partie fonds en euros, qui est une spécificité assez propre du marché français, notamment avec sa garantie en capital offerte par un assureur. Mais également les classes d'actifs peut-être un peu moins liquides, notamment l'immobilier et également les produits structurés. L'idée, c'est de rappeler ces deux niveaux de construction. Un niveau d'abord stratégique, où on va définir à long terme quelles sont les espérances de rendement, mais aussi de risque de chacune de ces classes d'actifs, qui va nous permettre de définir en fait des pivots de pondération sur chacune de ces classes d'actifs. Ça va être notre guide à long terme. Donc pour construire ce guide, on a besoin bien entendu de beaucoup de données. On va reprendre les données historiques, on va les modéliser, et en fait intégrer des éléments notamment de cycle, puisqu'on doit les corriger des effets de cycle, on doit intégrer également l'inflation, et définir donc ces espérances de rendement à long terme pour avoir ce guide à long terme. Lorsqu'on a fait cet exercice, on va avoir la capacité d'avoir aussi un deuxième niveau d'allocation, plutôt tactique, donc plutôt court terme, moyen terme, qui va nous permettre de nous ajuster par rapport à ce pivot défini dans chacune des classes d'actifs. Sur la partie action, si je dois rentrer dans le détail en termes de modélisation, on va regarder les rendements des bénéfices des sociétés à long terme et on va les corriger de l'inflation. On va donc définir sur chacune de ces poches un positionnement tactique, plus ou moins court terme, pour justement s'ajuster par rapport aux différents briques. Sur la partie action, tu as peut-être des questions ou obligataires, je ne sais pas comment tu veux évoquer le sujet. Oui, déjà je voulais savoir chez vous, quel était le positionnement que vous aviez aujourd'hui sur la classe action. Alors donc, merci Lisa et Tony. Donc sur la partie action, donc, c'est la classe d'actifs qui a le plus de rendement, mais aussi le plus de risques et de volatilité. Donc déjà, il faut définir une allocation cible pour le client qui est adaptée à son profil de risque. Une fois qu'on a fait ça, les différentes catégories qu'on peut choisir, on va avoir les grandes zones géographiques, donc les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Et on va aussi également avoir les petites et grandes capitalisations.
et aussi les valeurs dites de croissance ou dites value. Donc ça fait un certain nombre de catégories au sein des actions. Et donc là, on peut avoir plusieurs approches. Une approche peut être d'avoir une allocation équipondérée aux différentes catégories, ou bien on peut choisir de s'aligner avec les grands indices, en sachant que un grand indice comme le MSCI World va avoir 72% d'actions américaines, et majoritairement des grandes valeurs. Donc, alors une fois qu'on a défini cette allocation cible, on peut avoir, donc là l'enjeu pour les CGP, c'est de trouver dans chaque catégorie un ou plusieurs gérants qui est capable idéalement de surperformer la catégorie. Donc par exemple, moi je suis gérant du fonds Sextant Quality Focus, qui lui est dans la catégorie des grandes valeurs de croissance et qui couvre deux zones, les États-Unis et l'Europe. Et le fonds, donc depuis son lancement fin 2022, a fait 46% de performance contre 26% pour l'indice, donc environ 20% de surperformance, donc 9% annualisé. On a aussi un fonds Sextant PME qui lui est dans la catégorie des micro-caps européennes, qui a également surperformé de 2,5% depuis 2014, sa catégorie pour une surperformance cumulée de 45%. Et on a aussi par exemple un autre fonds, Sextant Asie, qui a également surperformé le MSCI Asia, donc sa catégorie de 3,5% depuis son lancement en 2021. Donc une fois que vous avez trouvé des gérants dans différentes briques, ça permet d'avoir à la fois une surperformance de la catégorie et une bonne diversification en termes d'exposition, de taille, de géographie, de style. Alors après, du coup, on peut se poser la question plus de la partie tactique. Donc je ne sais pas si vous aviez des points sur lesquels... Vous avez beaucoup parlé des valeurs larges, enfin des larges capitalisations. Ça fait plusieurs années que les small limit cap ont des performances plutôt mauvaises. On dit que les valorisations sont plutôt basses. Est-ce que c'est le moment d'y revenir, notamment parce qu'il y a une baisse des taux qui est amorcée? Alors donc, voilà, c'est exactement. Donc en fait, alors je ne sais pas, Tony, je pourrais peut-être donner des infos sur le modèle Janus Anderson d'allocation. Et donc effectivement, on constate que certaines catégories ont sous-performé dans les 3 à 5 dernières années, parfois 10 dernières années. Et on constate aussi que une sous-valorisation par rapport aux moyennes historiques, donc des petites valeurs, aussi également de l'Europe, donc par rapport aux grandes valeurs, aussi une relative sous-valorisation de l'Europe et de l'Asie par rapport aux États-Unis. Et donc en fait, on peut choisir. Donc, si on a un temps d'horizon long, donc de 5 ans et plus, et si on souhaite avoir une approche value, donc d'acheter ce qui est moins cher, on peut envisager de surpondérer les small caps, l'Europe et l'Asie par exemple. On constate aussi par exemple une sous-valorisation relative des valeurs de consommation de base par rapport aux valeurs de tech aux États-Unis, en particulier les valeurs technologiques exposées à l'IA générative. Et donc, on peut aussi choisir de se surpondérer aux valeurs de consommation, par exemple. Cependant, il faut bien garder à l'esprit que si on fait ça, on se retrouve sous-pondéré de quoi? Des États-Unis, des large caps et de la tech et de l'IA générative. Or, on constate qu'il y a eu un momentum très fort dans les années récentes de cette catégorie, avec l'essor de l'IA générative de ChatGPT. Donc, on s'expose à court terme aussi potentiellement à une sous-performance. Donc, d'un point de vue tactique, il faut être prudent dans les pondérations, je dirais. Et donc, mais c'est vrai que c'est exactement ce que j'applique dans le fonds Sextant Quality Focus. Donc, si vous vous souvenez, en 2022, avec la hausse des taux d'intérêt, les valeurs technologiques américaines avaient beaucoup baissé. Donc moi, je constatais qu'elles étaient relativement intéressantes avec un horizon long terme, mais elles avaient un mauvais momentum à l'époque. Donc j'avais surpondéré les valeurs américaines et de technologie. Et graduellement, je suis revenu en ligne avec l'indice. Et là, récemment, je me suis sous-pondéré. Donc je suis sous-pondéré des valeurs de tech US, large cap exposées à l'IA, mais je suis quand même exposé. J'ai quand même 25% de tech, 17% exposé à l'IA générative, mais c'est malgré tout moins que l'indice. Et j'ai 50% d'exposition aux actions américaines, mais encore une fois, c'est moins que l'indice qui est à 71%. Et j'ai aussi, par exemple,
Sur les large caps, j'ai une capitalisation médiane qui reste à 35 milliards. Mais malgré tout, j'ai une exposition au mid cap et aux valeurs de moins de 10 milliards de capitalisation qui est supérieure à l'indice. D'accord. Donc, voilà, donc il faut rester mesuré et avoir un temps d'horizon assez long si on souhaite être contrariant sur les valorisations. Oui. Pour corroborer ce que tu évoquais d'un point de vue tactique, sur la partie allocation stratégique, en effet, Janus Henderson, aujourd'hui, se positionne, comme tu l'évoques, on est si on considère un indice 50% MSCI World, 50% Euro Aggregate pour un profil équilibré, on va avoir un indice qui est à 36,6% en actions américaines, 6,8% sur la partie Europe hors UK. On aura bien entendu une exposition britannique à 2%. Et par rapport à tout ça, on va être sous-pondéré au marché actions avec le sujet qu'évoquait notamment la technologie qui est surpondérée et on ne veut pas être trop exposé à cela. On va avoir une sous-pondération au marché européen également, mais une surpondération notamment au marché émergent, puisque, comme on vous le disait, c'est sur un principe de valorisation fondamentale de ces marchés qu'on va se positionner. Donc là, on regarde vraiment les valorisations à long terme et voir comment on se sous-pondère et surpondère à chacune des zones. D'accord. Très bien. On avait parlé aussi des obligations tout à l'heure. Oui, en effet, la seconde poche, le second moteur de performance de notre allocation vont être les obligations. Pour les obligations, on va regarder donc les rendements à long terme de ces différentes classes d'actifs. Et lorsqu'on regarde d'un point de vue un peu plus tactique, si on regarde sous le capot, il y a différentes typologies d'obligations. On peut les classer, donc, bien entendu, par zone géographique, par typologie de risque, avec l'investment grade pour les plus sécurisés, le high yield pour les plus risqués. Et l'idée, en fait, encore une fois, c'est d'être toujours attentif à ces rendements long terme et ce qu'elles bénéficient aujourd'hui sur le marché, voir si on doit se surpondérer ou se sous-pondérer. Si on regarde encore une fois par rapport à un profil équilibré Euro Aggregate, l'indice nous dit qu'on devrait être exposé à 13,3% à des sociétés corporate investment grade et à des dettes étatiques à 36,7%. Alors là, nous, on va être sous-pondéré à ces deux typologies d'obligations pour apporter une graduation un peu plus fine en intégrant du high yield, puisqu'on pense qu'en fait, la prime de risque offerte par ces titres est encore intéressante. Alors, on ne sait pas encore combien de temps, mais elle est encore intéressante. Donc, on va la surpondérer, mais surtout surpondérer la dette émergente, puisqu'elle va bénéficier, en tout cas on pense qu'elle bénéficiera, elle sera la plus bénéficiaire d'une baisse des taux si elle arrive sur le marché américain et elle commence à s'enclencher. Donc parce que ces titres-là ont une duration qui est assez forte et donc comme on le sait, plus la duration est forte, plus la baisse des taux a un impact positif sur ce type de titre. Je ne sais pas, peut-être Frédéric, tu veux compléter ce propos par rapport à la position d'un fonds en euros et ce que vous faites aujourd'hui ? Oui, effectivement. Donc, je vais me faire le porte-parole en fait des équipes de gestion internes à Sogecap Oradea, donc celles qui gèrent le fonds euro. Et donc, sur la partie obligataire, il faut peut-être d'abord remettre le contexte dans lequel on est actuellement. Alors, je vais vous donner des éléments à hier. Et hier soir, comme chacun sait, il y a eu une décision qui était très attendue, qui est allée dans le sens qui était attendu, un peu plus peut-être fortement que ce que la majorité en fait, des intervenants, des spécialistes attendaient. Le contexte, c'est quoi? Et encore à aujourd'hui, c'est une courbe des taux inversée. Et donc, qu'est-ce que c'est une courbe des taux inversée? Ce sont des taux courts qui sont supérieurs aux taux longs, avec des taux courts à hier qui étaient aux alentours de 3,5%, quand le taux long swap était aux alentours de 2,5%, donc le sans risque, et l'OAT aux alentours de 2,8, 2,9. Donc, des taux longs inférieurs aux taux courts, ce qui est en toute logique pas normal, puisque la durée se paye. Donc, cette situation, en fait, on anticipe, nos équipes anticipent qu'elle va se normaliser avec les baisses de taux annoncées par les banques centrales et avec la baisse de l'inflation, qui est déjà bien enclenchée et qui devrait se poursuivre. Donc, on anticipe d'ici mi-2025 un retour des taux courts aux alentours de 2%. Alors, évidemment, je ne mets pas ma tête sur le billot là-dessus, mais voilà, c'est une anticipation de se dire, avec le retour de l'inflation dans les zones attendues,
des taux courts aux alentours de 2%. Les taux longs, de notre point de vue, devraient rester relativement stables. Pourquoi ? Parce que les taux longs se construisent sur la base normalement de taux courts plus le potentiel de croissance estimé de l'économie. Ce potentiel de croissance, France, Europe, il est estimé aux alentours de 0,7, 0,9 en ce moment. On est dans un scénario d'atterrissage en douceur de l'économie, on n'est pas du tout dans un scénario de catastrophique, donc atterrissage en douceur. Et donc auquel cas on peut anticiper, si le taux court est aux alentours de l'inflation à 2%, des taux longs aux alentours des 2,8, 2,9, entre 2,7 et 3. Donc des taux finalement relativement stables. Et donc dans ce contexte, qu'envisagent de faire, que font en ce moment nos spécialistes ? Et effectivement, je rejoins ce que disait Tony, on considère que les rendements sont plutôt bons, et donc on va aller investir dans de l'investment grade sur lequel aujourd'hui on peut avoir du 3,5, 4%, et encore peut-être davantage. Alors je ne rentrerai pas dans les allocations, dans la pondération, mais en tout cas avec un bel intérêt aussi pour le high yield, sur lequel aujourd'hui on peut aller chercher du 4,5 à 6%. Et comme on se place dans un scénario où l'atterrissage de l'économie se ferait en douceur, ces sociétés qui sont moins bien notées que les autres, c'est le principe du high yield, pour autant on considère que le taux de défaut devrait rester modéré, et donc aller chercher le rendement sur les 2 prochaines années peut-être, aller chercher le rendement sur cette catégorie d'investissement nous paraît pertinent. Voilà. D'accord. Donc c'est plutôt une bonne idée d'aller se positionner aujourd'hui sur les obligations dans ce contexte de baisse des taux Parce qu'on considère que, 1, l'économie va atterrir en douceur, et que 2, donc, les taux longs vont rester, au moins, enfin dire pour les 2 prochaines années, aux alentours de ce qu'ils sont aujourd'hui. Les taux courts baissent, les taux longs devraient rester aux alentours de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, aller chercher du rendement, avec du high yield notamment, nous paraît une plutôt bonne idée. D'accord. Et concernant les fonds en euros, on a eu notamment depuis début 2023 des très bonnes rémunérations sur les fonds en euros de la part des assureurs qui sont notamment allés chercher un peu dans leurs réserves pour pouvoir offrir des bonnes rémunérations. Ce sera certainement le cas encore en 2024 parce qu'il y a beaucoup de campagnes de bonus sur les fonds en euros, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de chute brutale des rendements des fonds en euros sur les années à venir, puisqu'on n'ira peut-être plus autant piocher dans les réserves? Et est-ce qu'il n'y a pas des risques et des points d'intention quand on sélectionne son fonds en euros en ce moment? Alors, là encore, peut-être on se remettre dans le contexte, donc le contexte que je viens de décrire, il signifie que pour des fonds en euros qui viennent de passer de longues années avec des taux extrêmement bas, voire négatifs, la situation actuelle, dès lors que la collecte nette est positive, permet de relever en fait le rendement du fonds en euros. Et si on anticipe, comme je vous l'ai dit auparavant, une relative stabilité des taux longs à ces niveaux, en tout cas pour l'année prochaine, il sera intéressant pour des fonds en euros qui en ont la possibilité d'aller continuer à relever le rendement du fonds en allant investir dans de nouvelles obligations qui vont offrir des rendements entre 3,5 et 6% entre l'investment grade et le high yield. Et notamment en investissant sur ces supports. Donc, en termes, en tout cas pour Oradea, de stratégie, de tactique pour l'année prochaine, il y a toujours une volonté de collecter, autant que faire se peut, d'avoir une collecte nette positive sur le fonds euro. Et donc, à partir de là, il faut avoir les moyens de sa politique. Donc, vous parliez des réserves. Il y a beaucoup de disparités sur le marché. En l'occurrence, pour ce qui nous concerne, nous avons la chance d'avoir le fonds euro de Sogecap qui est parmi les fonds euros qui ont le plus haut niveau de réserve du marché. Le chiffre, on le communique régulièrement, est public sur
La fin de l'année dernière, c'est 7,2%, donc ça nous met dans les tout meilleurs du marché. Donc, et je ne vous révélerai pas de secret parce que pour l'instant, il n'y en a pas, les décisions ne sont pas prises, mais pour l'année prochaine, on aura les moyens entre une collecte nette qui, pour ce qui nous concerne, aura été positive cette année, significativement positive, le remboursement des titres qui arrivent à échéance à l'intérieur du fonds euro et qui permettent aussi un flux de réinvestissement régulier. Donc, les tombées qu'on réinvestit, la collecte nette, et éventuellement jouer sur les réserves, on est dans une situation où on voudra continuer à collecter et on aura les moyens d'offrir, en fonction des conditions de marché de ce moment-là, les taux adaptés aux attentes de nos clients dans les conditions de marché du moment. D'accord. Donc là, Donc, fin je suis pas septembre inquiet. 2024, vous ne nous donnez pas un chiffre de rendement pour le fonds en euros ADA? Certainement pas, certainement pas, parce que je ne le connais pas. Mais en tout état de cause, aucune inquiétude. Et de façon peut-être plus structurelle ensuite, parce que votre question parlait de risque sur le fonds euro. S'il y a bien un produit qui n'a pas de risque, sauf à considérer que la Société Générale puisse faire faillite, ce qui me paraît quand même une hypothèse pour le moins osée. Donc, vous n'avez pas de risque sur le fonds euro, le capital est garanti. Donc, il n'y a pas de risque structurellement sur le fonds euro. Il y a eu dans le passé des baisses de rendement, on a eu là des augmentations de rendement. Ce n'est pas pour autant, me semble-t-il, un risque. Et là, sur la période actuelle, le fonds euro me paraît une partie de l'allocation pertinente. Pour ce qui nous concerne chez Orader, on a toujours considéré que ça faisait partie d'une allocation. On n'a jamais eu de politique de stop and go sur le sujet. On a toujours offert la possibilité à nos clients d'y investir, quels que soient les moments. Et ça reste notre position et on pense qu'il y aura des conditions intéressantes dans le contexte de marché pour nos partenaires et nos clients l'année prochaine. D'accord, merci beaucoup. Donc Tony, on va parler maintenant du marché immobilier. Oui. Sur la partie immobilière, un petit rappel, on a les actifs dits liquides, notamment les foncières cotées, qui fonctionnent d'un point de vue risque de façon assez proche qu'un risque action, clairement, avec une sensibilité au taux, ça c'est indéniable. Et bien entendu, l'immobilier physique, aujourd'hui connu sur le marché français notamment par les SCPI. D'un point de vue risque et modélisation, nous on va intégrer cette classe d'actifs assez proche notamment d'un marché obligataire, puisqu'elle offre en fait un rendement qui est plus ou moins stable, avec une prime qui est liée à la liquidité de ce marché. Donc ce sont les deux composantes du risque que l'on doit intégrer dans nos modélisations pour intégrer l'immobilier au sein du portefeuille. Christian, d'un point de vue peut-être plus tactique, tu es au plus près des marchés, notamment sur les CPI. Est-ce que tu peux nous donner peut-être une vision de ce marché actuel qui fait pas beaucoup parler de lui? Alors, d'un point de vue purement tactique, c'est quand même relativement compliqué. Parce que le premier critère ou la première question qu'on doit poser à un client investisseur dans de l'immobilier non coté, donc physique, c'est quel est son horizon de placement. Et l'horizon de placement ne peut être qu'à moyen, voire long terme, c'est-à-dire minimum 8-10 ans. Donc à partir de ce moment-là, avoir une vision à court terme tactique, quand on sait que les cycles sont de plus en plus courts, c'est un peu compliqué. Donc c'est plutôt en termes de stratégie sur quel type d'immobilier doit-on aller à partir du moment où on sait qu'on investit pendant plus de 8 ans. Et pour rappel, il faut bien se dire que l'immobilier, c'est un bien de consommation. On le consomme pour y vivre, l'habitation, on le consomme pour y consommer, donc c'est le commerce. On le consomme pour les loisirs, ça peut être l'hôtellerie, ça peut être les campings. On le consomme pour y stocker et on le consomme pour fabriquer également. Et on se rend bien compte que, par exemple, on le consomme pour travailler. Et si on prend le cas depuis le Covid d'une évolution très forte du télétravail, on se rend compte que le marché du bureau, d'un point de vue purement tactique, là, peut être sujet à discussion ou à se dire qu'est-ce que je fais, je continue à investir dans le bureau ou pas. Et là, on se rend compte que malgré tout, on commence à avoir un effet de balancier, puisque pas plus tard qu'hier, Amazon a déclaré qu'il arrêtait totalement le télétravail. Et donc, il a prié, d'ailleurs les salariés sont descendus dans la rue, tous ces salariés de ne plus aller en télétravail. Alors, je ne porte pas de jugement sur le sujet-là. Mais tout ça pour dire que acheter du bureau
alors qu'il y a 2 ans, on disait il faut arrêter et que de nouveau, on est en train d'y revenir et que le marché immobilier du bureau a quand même baissé pour des raisons réelles économiques, ça pose interrogation parce que c'est devenu un marché à cycle court. À côté de ça, il y a des tendances de fond dans l'immobilier qui sont très claires. Par exemple, les gens consomment de plus en plus sur Internet et donc on a vu venir se déployer des fonds ou des actifs qui sont de la logistique et qui valent de plus en plus cher, mais qui répondent à un nouveau mode de consommation de l'immobilier. Tout comme pour les campings, et qui, même pendant la période de Covid, ont vu leur valeur augmenter, leur taux d'occupation augmenter, alors que dans l'hôtellerie, ça a chuté d'un point de vue tactique à court terme, mais que la tendance de fond, en tous les cas en France, sur le marché de l'hôtellerie, est quand même, la France est le pays qui accueille le plus de tourisme dans le monde, en tous les cas le pays, mais c'est là où le panier moyen du consommateur de l'hôtellerie est le plus faible. Donc globalement, tout ça pour dire qu'en réalité, sur l'immobilier, comme c'est du long terme, c'est plutôt une stratégie avec des convictions qu'il faut avoir et qui serait plutôt la première des choses qui consiste à dire il faut que je me diversifie parce que si je vais dans de l'immobilier, ce que je cherche à faire, c'est aller dans une classe d'actifs qui est un peu décorrélée des autres classes d'actifs, qui est sur les biens tangibles. Parce qu'au bout du compte, s'il y a une crise, les murs existent, ils sont toujours là. Et si l'acquisition a été bien faite, le premier critère, c'est l'emplacement, le deuxième, c'est l'emplacement, et le troisième, c'est l'emplacement. À partir de ce moment-là, on sait qu'on pourra réemployer, le moment venu, de nouveau, je dirais, le bien immobilier, même sur une autre activité. Et donc, plutôt, ma vision et la stratégie d'un certain nombre de personnes consiste à dire allons sur du diversifié, puisque la vocation d'une SCPI, c'est d'accompagner, je dirais, les marchés, puisque une personne, quand elle achète une part de SCPI ou une part de SCI, elle achète les biens existants, mais aussi les biens futurs. Et donc, globalement, ça va lui permettre d'accompagner ce sujet-là. Alors, il y a cette vision à long terme, mais il y a également une vision à court terme, qui a été plus ou moins évoqué, puisque le moteur de performance de l'immobilier est composé de 2 choses. Il est composé de la valeur du bien, qui peut monter et descendre. Et il est composé aussi des loyers, donc de la relation entre le locataire et le propriétaire des murs. Ce que l'on constate, et sur une vision à plus ou moins long terme, c'est que malgré cette crise immobilière, que je ne qualifierais pas d'immobilière, je peux revenir là-dessus, les taux de rendement ou le taux des loyers en 2023 et en 2024 ont augmenté, alors que la valeur d'un certain nombre de types d'actifs a baissé, et essentiellement à titre de valeur d'expert. Parce qu'en réalité, les biens qui ont baissé, ce sont les gens qui avaient acheté de l'immobilier à crédit à taux variable, et notamment en crédit in fine, qui arrivaient en fin d'échéance, et avec la montée des taux, ont été obligés de vendre. Et quand on est obligé de vendre, quand il n'y a plus de financement sur le marché, donc il y a une prime de risque nettement plus importante, on ne trouve plus d'acquéreurs. Et donc là, c'est la loi de l'offre et du marché qui intervient. Ce qui veut donc dire que d'un point de vue purement technique ou allocation d'actifs, le bon sens voudrait, comme on dit, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, qu'il faudrait acheter des SCPI diversifiés. Premier point, pas forcément pour la totalité de son investissement en immobilier. Et ensuite, on peut sur- ou sous-pondérer, je dirais, certaines classes d'actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas idiot de se dire je vais aller tirer la ligne que j'ai dans ma diversifiée d'une manière un peu plus importante sur de la logistique ou sur de la boutique, puisque même si Internet intervient beaucoup sur la logistique, en matière d'immobilier, il y a un certain nombre de commerces, et notamment de centres-villes, qui fleurissent et qui marchent de mieux en mieux, contrairement peut-être à la grande distribution, hormis l'alimentaire. Donc en conclusion, pour ne pas être trop long, globalement, je pense que avoir une SCPI ou 2 diversifiées, et ensuite sur- ou sous-pondérer en fonction de ses convictions, ce n'est pas un non-sens, je dirais, aujourd'hui, bien au contraire, puisque l'horizon est à long terme. Et donc forcément, si on prend des précautions en choisissant son gérant de SCPI, vous savez,
On voit encore aujourd'hui dans la presse, sur les 120 et quelques SCPI qu'il y a sur la place, il y en a une quinzaine qui ont des cotés, mais dans toutes les classes, il y a des bons et des mauvais élèves. Et en fait, lorsqu'on analyse, je dirais que la première des précautions à prendre, c'est à partir du moment où on a décidé qu'on voulait aller sur cette classe d'actifs, qui génère du revenu d'une manière régulière. Et donc les gens qui avaient besoin de revenus n'ont pas été déçus pendant toute cette crise immobilière. Le vrai risque qu'il y a, c'est de ne pas choisir le bon gérant ou de choisir les gérants qui ont été dans l'excès. Et donc là, il faut juste savoir lire un bilan, parce que la performance d'une SCPI, il faut savoir d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient des réserves, du report à nouveau, de la vente de biens immobiliers sur lesquels il y a eu des plus ou moins values, ou est-ce qu'elle vient uniquement de l'encaissement du loyer? Donc à performance équivalente, on peut voir celle qui se porte bien et celle qui se porte moins bien. Ça, c'est un point extrêmement important. Et ensuite, il faut qu'on voit comment la SCPI est organisée, puisqu'un des facteurs important d'une SCPI, c'est la liquidité. Et la liquidité, elle est surtout assurée par la manière dont est organisée sa distribution. Donc je crois que c'est les précautions qu'il faut prendre, voir tout ça. Il n'y a pas de règle absolue. Il faut savoir que c'est un marché à long terme, mais qui est fortement décorrélé des autres et qui distribue des revenus d'une manière régulière. Ouais, et donc malgré les baisses récentes d'encore quelques SCPI, je pense à HSBC, BNP, c'est encore le moment d'aller sur les SCPI? Alors, c'est encore le moment, je pense que c'est encore le moment, et c'est surtout le moment d'aller. Je vais vous répondre sous forme de blague. Quand les marchés boursiers baissent, tout le monde se dit c'est le moment d'acheter. Quand le marché immobilier baisse, on se dit c'est le moment de vendre. Je veux dire, c'est une espèce de non-sens. Parce que là, quand le marché immobilier baisse, c'est pas pour autant que le locataire va ne plus payer son loyer. Il est en place et on voit qu'il continue à le payer. Ça veut donc dire que quand on achète un bien immobilier qui a baissé, on augmente instantanément sa rentabilité et on diminue fortement le risque d'acquisition. Ce que je dis juste, il faut juste bien choisir son gérant et voir d'où vient la performance. Mais globalement, vous avez parlé d'une SCPI qui a baissé. Très clairement, elle a baissé pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la qualité de son patrimoine immobilier. C'est plus des raisons de gestion. Et donc, si les porteurs de parts qui détiennent ces parts n'ont pas besoin de vendre, le conseil que je leur donne, c'est de ne pas vendre maintenant. Je vais vous donner une statistique qui est assez effrayante sur le sujet de la liquidité des SCPI. La durée de détention moyenne d'une SCPI, c'est en France, c'est 22 ans. D'accord ? Ça veut donc dire que ça représente à peu près 2,5% de la capitalisation des SCPI sont vendus tous les ans. Ce sont une durée de 22 ans, globalement. Et là, on est passé à 10-15%. Ça veut dire qu'il y a un grand nombre de personnes qui vendent leurs parts alors qu'ils n'ont pas besoin de les vendre. Et donc ça affecte le marché immobilier. Et comme il y a un afflux de biens sur le marché qui sont aussi rentables, même plus rentables qu'il était autrefois, en termes d'acquisition, ça provoque une baisse à dire d'experts. Mais si vous regardez les SCPI qui sont normalement gérées, je ne dis même pas bien gérées, moi celle que je connais le mieux, c'est celle de Sofidy. Sofidy, on voit que par rapport aux valeurs à dire d'experts, les plus-values sur les ventes réalisées ont été en moyenne de 16% par rapport aux valeurs à dire d'experts. Sauf qu'on ne peut pas augmenter les valeurs de parts pour des raisons techniques, et ça crée des mouvements de panique potentielle, de gens qui ont peur, on peut le comprendre, et qui souhaitent peut-être vendre leurs parts, et donc ça fait de nouveau un afflux immobilier sur un marché où il n'y a plus de financement. Merci Christian. On va parler d'une dernière classe d'actifs, les produits structurés, qui ont bien fonctionné ces dernières années d'ailleurs. Alors, oui, peut-être encore une fois d'un point de vue stratégique et en termes de modélisation, en termes de risque, la classe d'actifs produits structurés, on la modélise quand même comme une approche assez obligataire, puisque c'est sa composante cœur, mais avec une optionnalité, donc un risque également qui peut être un risque obligataire, mais aussi un risque action. Bien sûr. Donc, en fait, c'est les deux composantes qu'on va intégrer nous dans nos modèles pour définir quelle est la pondération qu'on doit avoir dans le portefeuille. En effet, il y a plusieurs typologie de risque, et peut-être tu peux nous évoquer ces différentes typologies. Oui, bien sûr, et ça va être l'objet aussi des discussions d'aujourd'hui. Un des points forts de notre classe d'actifs, c'est de pouvoir s'adapter. S'adapter aux conditions de marché, s'adapter au profil risque de l'investisseur. C'est-à-dire qu'on va être capable de construire, de structurer un produit avec un risque SRI faible,
aux alentours de 1 ou 2 pour des objectifs de rendement du coup, qui vont être modestes, parce que ça reste un équilibre d'un couple rendement-risque, donc on sera peut-être autour de 3, 4, 5%. Et puis on va pouvoir glisser le curseur en fonction du profil de risque toujours. Et puis pour les rendements les plus ambitieux, si on travaille sur des indices ou sur des actions, on sera aux alentours de 7 à 10% pour les indices et au-delà pour les actions, avec un risque SRI qui de facto est plus élevé, entre 6 ou 7 pour les produits les plus risqués. Il y a eu beaucoup de produits à rendement garanti, à capital soit 100% garanti ou au moins partiellement. Ouais. Est-ce que c'est toujours des produits qui existent aujourd'hui pour les CGP et pour leurs clients? Est-ce qu'il y a d'autres opportunités à aller chercher aujourd'hui? Alors, ça existe toujours. C'est vrai que l'année dernière, la fin d'année dernière sur notre classe d'actifs a été marquée par le retour sonnant et triomphant des produits à capital garanti et à coupon garanti, qui offraient une lecture et une visibilité très simple pour les cabinets qui distribuaient et pour leurs investisseurs et les clients. Cette année, les taux ayant baissé par rapport à l'année dernière, on a constaté que ce type de produit offrait des rendements qui étaient inférieurs. On était aux alentours de 5% l'année dernière, on était plus aux alentours de 4% cette année. Et avec une maturité beaucoup plus longue, une duration plus longue. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que les produits durent beaucoup plus longtemps avec un rendement inférieur. Donc, encore une fois, on s'est adapté en fonction de la baisse des taux et on a proposé une typologie de produits qui est un petit peu différente. On reste sur du capital garanti et on a eu deux façons d'aborder les choses. La première, c'était de construire des structures qui allaient anticiper une baisse ou une stabilisation des taux, avec un objectif de distribution qui pouvait être trimestriel, semestriel, annuel. C'est le cas par exemple d'un produit de campagne qu'on a en ce moment chez l'UNEP et qui est disponible jusque fin novembre, avec un objectif de distribution tant que les taux longs, tout à l'heure on parlait des taux 10 ans par exemple, restent inférieurs à 3,20, aujourd'hui ils sont à 2,50, donc ça veut dire que le client aura la possibilité de toucher 8% par an. Ça c'était le premier point. On a toujours eu une approche très vigilante et très prudente sur les seuils de versement, parce qu'on a vu beaucoup de ces produits fleurir cette année et il fallait être attentif sur le premier seuil de versement pour savoir si le client allait recevoir le coupon, et le deuxième seuil si le produit allait être rappelé par anticipation. Donc il faut être attentif à ces deux points. Et le deuxième point, on en a discuté aussi tout à l'heure, c'est la pente des taux. C'est-à-dire que depuis 2022, les banques centrales ont augmenté fortement, notamment la BCE, fortement ses taux directeurs, qui a eu une incidence sur la partie courte de la banque des taux, de la courbe des taux. Et donc, typiquement, si on suivait cette logique, on emprunterait plus cher à 5 ans qu'à 30 ans, ce qui est une anomalie évidemment économique. Depuis cet été, la Banque centrale a déjà baissé 2 fois ses taux directeurs et on voit justement la pente des taux qui commence à se normaliser. Nous, on exploite cette phase de marché à travers des produits aussi, à travers des produits qui vont donner des coupons garantis les premières années, les 2-3 premières années, et puis à partir de la 4e année, si, et comme on l'espère, la pente des taux se sera de nouveau normalisée, les produits pourront prendre fin et distribuer ou continuer de distribuer du rendement. Voilà, donc on va adapter nos structures, on n'est plus sur du capital ou du coupon garanti, mais on travaille toujours sur du capital garanti avec un objectif de distribution ou des mécaniques différentes sur les coupons. D'accord. Bon, merci beaucoup messieurs pour cette grande clarté et cette transparence. Je ne sais pas si Tony, tu as un mot pour conclure ou des questions? Oui, rappeler toujours encore une fois l'horizon long terme d'une allocation. C'est un peu la clé de voûte de la génération de performance. On en est persuadé. En effet, l'allocation stratégique est à 2 tiers, plus de 2 tiers même, génératrice de performance. Et bien entendu, ensuite, l'allocation tactique doit nous aider à traverser certaines phases de marché en fonction de l'environnement que l'on vit. Rappelez également les différents niveaux de risque que l'on va suivre dans un portefeuille. Le premier, c'est bien entendu le risque global, comme je vous l'ai dit, l'agrégation de tous ces risques cumulés de chacune de ces poches, avec leurs spécificités de liquidité, de risque. Le risque également de concentration, on l'a évoqué un peu, mais sectoriel, géographique, également de risque, de style. Tout à l'heure, on évoquait value versus growth. Et bien entendu, la diversification même de la sélection des gérants avec qui nous allons travailler. Et je pense que c'est 3 niveaux qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on constitue une allocation. Retenez le long terme, être ajusté à court ou moyen terme et bien piloter ces 3 niveaux de risque. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.